Allô, allô, oui, c'est bon. Donc on va commencer. Bonjour à tous, merci d'être présents. On va parler aujourd'hui de DevSecOps. Donc ça fait c'est un peu un buzzword, mais on va essayer de découper un peu ça et savoir quel concept on a derrière. Donc c'est de la sécurité dans le DevOps. Pourquoi Et on va parler de sécurité. On va parler de sécurité, j'ai envie de partager un peu, moi, ma vision de la sécurité dans l'informatique. Et la sécurité, c'est pas une forteresse comme Minas Tirith, où on est protégé derrière un gros pare-feu dans son système d'information, euh, où on se croit intouchable, où on peut ne pas forcément appliquer les bonnes pratiques de notre forteresse, mais parce qu'on sait qu'on a l'impression d'être protégé. Et ça, parce que c'est une illusion. Euh, on n'est pas à l'abri, personne n'est vraiment à l'abri. On peut subir une attaque ciblée ou une attaque un peu au hasard si on n'est pas un acteur d'une banque ou d'une institution qui peut être une cible. Donc il faut se protéger, et pas forcément avec des grands murs, mais, mais plutôt comme si c'était un jardin. Un jardin, on a nos petits sillons, et on va entretenir notre jardin tous les jours. Tous les jours, on va corriger des bugs de sécu, on va mettre en place des nouveaux systèmes, on va mettre une clôture à notre jardin, on va abriter nos tomates pour pas que les insectes arrivent dessus, ou que sais-je, je connais rien en jardin, de toute façon. Mais j'y connais un peu en sécurité, par contre. Et du coup, le titre de la présentation, c'est la sécurité dans mon DevOps. Donc, le DevOps, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est représenté par ce petit truc-là, souvent. Mais alors le DevOps, c'est quoi? Donc c'est pas une personne, c'est pas la personne qui a accès au SSH, c'est pas la personne qui peut redémarrer les VM. Donc c'est pas une personne, mais c'est plutôt une philosophie, une manière de voir le logiciel. Et alors j'aimerais revenir, même si c'est quelque chose qu'on essaie d'appliquer depuis 10 ans, donc on l'applique plus ou moins selon les projets et les entreprises, mais je vais quand même rappeler pourquoi on en est venu là. Parce qu'à la base, avant le DevOps, et peut-être des fois encore dans certaines entreprises, il y a toujours deux silos, les devs et les ops de l'autre côté. Les devs construisent l'application et les ops la maintiennent en conditions opérationnelles. Donc les ops ne savent pas comment fonctionne l'application et les devs ne savent pas du tout comment c'est mis en production, et surtout, une fois que c'est mis en production, c'est plus leur problème. Et le problème, c'est de la communication, puisque quand il y a un souci en production, l'Ops voit les logs, il ne sait pas trop les interpréter parce que c'est pas lui qui a écrit les logs, qui a fait en sorte que l'application écrive les logs. Et l'Ops, on lui dit qu'il y a un problème, mais lui voudrait accéder à la machine, mais on lui dit bah non, toi t'es dev, t'es pas Ops. Et du coup, le problème, c'est un problème de communication et de manière de travailler ensemble. Donc avec le DevOps, les ops ont fourni des outils aux développeurs pour mettre en production de manière continue, faire du monitoring, accéder aux logs, les agréger, les trier, créer des alertes, faire du scaling, de la mise à l'échelle. Et bien que la sécurité, on se retrouve avec un peu le même problème de communication. La sécurité, dans certaines boîtes, quand c'est vraiment quelque chose à laquelle on donne de l'importance, eh ben, on doit, après la conception, il faut que ça soit validé par l'équipe sécu, c'est important. Après le développement, il faut qu'il y ait des code review par l'équipe sécu pour être sûr qu'on valide. Après la prod, juste avant de mettre en prod, on va faire des tests d'intrusion sur un serveur de test ou même directement en prod. Et du coup, si on détecte un problème à la fin de cette chaîne, eh ben, faut qu'on repasse toutes les chaînes. Faut qu'on repasse la conception et revalider la conception. Faut qu'on repasse le développement et qu'on revalide le code, etc. Donc on retombe sur le même problème, on n'est pas agile. Et du coup, ce qui se passe, c'est que on fait pas toutes les vérifications avant. On attend que ce soit en prod pour se dire tiens, on va se poser la question de la sécurité. Ou alors carrément, on se pose pas du tout la question de la sécurité parce que, enfin voilà, personne va nous attaquer nous.
Et puis c'est pas budgété en plus. Alors, bon voilà. Mais alors j'aimerais citer Guillaume Poupard, c'est le patron de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui dit que oublier la sécurité, c'est rouler à 200 km/h à moto sans casque. Donc il faut s'en préoccuper. Je vais vous présenter, on va commencer la présentation à un moment donné, je vais vous présenter tout d'abord des outils d'automatisation, plutôt côté dev, ensuite des outils d'automatisation plutôt côté ops, et ensuite plutôt des outils d'organisation, parce qu'on ne peut pas répondre à ce problème-là qu'avec des outils automatiques. Et à un moment donné, il va falloir changer, de la même manière dont on a changé avec le DevOps, notre manière de développer. Pour intégrer de la sécurité, il va falloir changer un petit peu notre manière de développer aussi. Donc moi, je suis Adrien Pessu, je suis développeur, je suis indépendant, et depuis 2 ans, je travaille sur une mission où je m'occupe principalement de la sécurité. Et ce qu'on va y voir là, c'est ce que j'ai mis en place, ou ce que j'essaie de mettre en place, ou ce que peut-être je vais mettre en place après, si j'y arrive. Donc le premier outil, c'est un SAST, donc c'est Static Application Security Testing. C'est, comme son nom l'indique, un outil statique. Donc il va analyser le code statique sans exécution. L'analyse qui va être faite, ça va être une analyse sémantique. Une analyse sémantique qui va aller chercher la signification derrière le code, un peu comme ce que peut faire un compilateur. On a déjà des analyseurs de code, un peu comme peut faire Sonar, et d'ailleurs, on peut considérer que le module de sécurité de Sonar est un SAST. C'est intéressant de l'intégrer par un plugin dans l'IDE, dans nos IDE, pour détecter le plus tôt possible des potentielles vulnérabilités. Et il est intéressant aussi de l'ajouter à l'intégration continue pour vérifier perpétuellement si une pratique est toujours fiable tout au long de la vie du développement du logiciel. Donc un SaaS, c'est pas forcément facile à être pertinent. Les SaaS du marché, pour les langages les plus populaires, ils sont assez efficaces. Pour les langages moins populaires, j'ai le cas par exemple sur Groovy, où c'est un peu difficile de trouver un SAST qui soit vraiment pertinent. L'idée quand même pour que ce soit efficace, c'est quand même de personnaliser beaucoup les règles du SAST. Il n'y aura pas de truc magique qu'on va installer sur étagère et que ça va marcher d'un coup, ou on va payer une grosse licence et puis comme ça on se sent en sécurité. Il faut quand même regarder un peu essayer d'éviter les faux positifs et faire attention à notre contexte à nous. Ensuite, avant de passer à celui d'après, j'aimerais juste vous introduire, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est qu'une supply chain attack, donc une chaîne d'attaque du prestataire. Donc, c'est une attaque qui va viser les éléments les moins sécurisés de la chaîne de développement, de production. Donc ça peut être du code d'une librairie qu'on utilise, un service externe qu'on utilise, ou ça peut être une librairie open source. Et par exemple, on a entendu il n'y a pas très très longtemps parler de SolarWinds, qui est un outil de supervision et de sécurité qui s'est fait pirater et qui est utilisé dans les administrations américaines. Et du coup, ils sont passés par SolarWinds qui avait un souci de sécurité et qui ensuite ils ont attaqué les administrations américaines. Et donc pour nous, ce qui nous intéresse, peut-être plus la partie open source. Donc sur la partie open source, pour essayer d'éviter ce genre de soucis-là, on va utiliser ce qu'on appelle un SCA, Software Composition Analysis. Donc c'est en français un outil d'analyse de la composition des dépendances. Donc c'est un outil qui va analyser le pom.xml, le gradle.build, le package.lock ou le package.json et qui va en dégager toutes les dépendances et les sous-dépendances et vérifier s'il n'y a pas une vulnérabilité connue. La vulnérabilité connue,
elle vient souvent principalement de VulnDB, qui est un dictionnaire, une base de données, et qui est disponible gratuitement sur GitHub d'ailleurs, et qui va du coup, selon l'outil, nous alerter. L'outil open source qui est intéressant, c'est l'OWASP Dependency Check. Donc il y a une CLI, il y a des plugins pour les IDE. Donc on peut l'intégrer comme pour le SAST sur l'outil de dev et dans la CI. Et c'est intéressant dans la CI parce que comme on est des développeurs conscients de la sécurité et quand on va ajouter une dépendance, on va bien vérifier qu'il n'y a pas de faille de sécurité connue dans la version qu'on va introduire. Mais rien ne nous dit que dans 3 mois, quand on aura fini ce développement-là, qui sera déjà en production, qu'une nouvelle faille va être détectée. Donc c'est pour ça que l'intégration continue va jouer son rôle de tout le temps vérifier. Autre SCA est plus connu, c'est Dependabot, que vous avez peut-être sur vos repositories GitHub, puisqu'il est fourni gratuitement pour les logiciels open source. Donc c'est GitHub qui a racheté cette boîte-là en 2019. Et le côté intéressant, c'est que ça crée un rapport, mais aussi une pull request qui permet de passer les tests d'intégration continue et ensuite de juste immerger et puis ça fonctionne. C'est pas toujours le cas, mais des fois ça marche. Ensuite sur Docker. Alors Docker, je vais juste en parler, mais pas très longtemps parce que il y a beaucoup d'outils sur Docker et par extension sur Kubernetes de sécurité. D'ailleurs, dans la communauté cybersécurité, Docker est un peu moqué parce qu'il y a quand même pas mal de choses à vérifier et notamment d'où viennent les images. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la partie dev parce que c'est le dev qui va créer l'image Docker souvent, le Dockerfile, et l'image de base, qu'elle soit officielle ou non, contient souvent des vulnérabilités qui sont pas mis à jour, en tout cas pas regardées. Et il existe des outils d'analyse de l'image qui va vérifier sur chaque couche s'il n'y a pas des packages, des choses qui contiennent des vulnérabilités. Donc il y a plein d'autres outils de sécu pour Docker et Kubernetes. Autre chose, c'est valable aussi pour le SCA juste avant, pour une sorte de SCA, mais pour les repositories des librairies qu'on crée, ou même de nos WAR. Donc on va les mettre sur un Nexus, sur JFrog, sur NPM.js. Et pareil pour Docker, on va utiliser un registry, comme le Docker Hub. Et il existe des outils qui vont automatiquement, qui sont branchés sur ces registries ou repositories, qui vont analyser ce qu'on y met et vérifier qu'il n'y a pas de vulnérabilité dedans. Et donc ça, c'est une autre manière de faire, mais qui vient du coup un peu plus en aval et pas forcément sur le poste de développeur. Mais vaut mieux être sûr et ajouter le maximum de protection. Ensuite, là c'est un peu à mi-chemin entre le Dev et l'Ops finalement. Le DAST, donc Dynamic Application Security Testing. Qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un outil d'analyse, mais qui va faire un test en boîte noire, c'est-à-dire qu'il n'aura pas accès au code, il ne sait pas ce que c'est, comment est géré le réseau, l'infra, le framework, etc., etc. Et du coup, il va accéder que par l'interface web, donc par des requêtes HTTP finalement. Et uniquement en scannant, en analysant les headers, en injectant, en essayant d'injecter des failles, etc., etc., il va détecter certaines potentielles vulnérabilités. C'est intéressant d'avoir ce genre d'outil, mais c'est pas forcément une priorité quand on essaie de sécuriser notre chaîne de production de logiciels, parce que c'est pas toujours très pertinent, parce que pas adapté au langage, pas adapté au framework, donc ça va envoyer pas mal de requêtes un peu aléatoirement, et c'est difficile d'être hyper pertinent avec ce genre d'outil-là. Mais
c'est toujours intéressant de le faire quand même. Pour aller un petit peu plus loin, il y a l'IAST, donc Interactive Application Security Testing. Donc, c'est un peu comme un DAST, celui qu'on a vu juste avant, mais en mieux, parce que on va y installer on va installer le YAST sur nos serveurs. On va installer des capteurs qui vont surveiller la mémoire, le CPU, etc. On va y mettre des agents qui vont peut-être surveiller le code dans son exécution. Et alors certains ont accès au code source ou pas, mais on peut quand même considérer que c'est un test en boîte grise, parce qu'il n'a pas forcément accès aux sources, mais il a accès quand même à pas mal d'informations sur l'application. Et du coup, cet outil va envoyer des attaques, et avec tous les capteurs, vérifier comment se comporte l'application. On pourra plus facilement détecter, par exemple, des Stack Overflow, donc du remplissage de la mémoire. Quand j'envoie telle requête, j'ai un gros pic de mémoire. Ah bah attends, je vais essayer d'en envoyer 10 000 et on va voir si l'application est plante ou pas. Et alors c'est intéressant d'analyser et de faire les liens entre comment se comporte l'application et les requêtes. Donc il faut plutôt envoyer ça sur un environnement de test, parce que si on envoie ça en production, ça risque de faire des gros soucis de performance. Ou alors dans l'intégration continue, si on arrive à faire un déploiement d'un environnement de test automatiquement, d'envoyer ces tests, de générer le rapport et de détruire l'environnement ensuite. Mais c'est un outil qui doit venir sur une application fonctionnelle, évidemment pas sur le poste de développement. Ensuite, l'infrastructure as code. Donc c'est toujours du côté du développeur, parce que l'infrastructure as code, c'est du code. Donc, pour rappel, l'infrastructure as code, c'est en fait une description de l'infrastructure avec du code. Donc on va décrire comment notre application, comment est l'infrastructure de notre application, la partie réseau, la partie service managé du cloud provider. Et sur la partie réseau, il y a les security groups, les VPC, toutes ces choses-là. Donc l'un des plus connus, c'est Terraform. C'est le seul que je connais d'ailleurs. Et du coup, il existe des outils qui vont analyser des SAST d'IAC, des outils qui vont analyser ce code. Et alors comment ça va fonctionner? Donc, en tout cas pour Terraform, c'est que l'outil va analyser le plan d'exécution. Quand avec Terraform, on fait un Terraform plan, il va générer un plan d'exécution. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va ajouter, supprimer et modifier sur notre infrastructure. Et du coup, l'outil va pouvoir analyser des potentielles vulnérabilités. Par exemple, eh bien si on ouvre le port 22 sur des security groups, par exemple, là, il faut lever une alerte. C'est pas normal. Pourquoi il y a un port qui est ouvert sur le réseau? Personne ne doit accéder en SSH à notre infra. Alors, plus tard, si tu veux, j'en ai un. J'ai oublié le nom, il est open source, c'est TFSec, il me semble. Mais on pourra vérifier. Je ne connais pas par cœur parce que du coup je ne l'ai pas encore mis en place, mais c'est bientôt. Il y a d'autres outils justement qui permettent d'analyser automatiquement pas mal de choses. Juste avant de passer aux parties plus Ops, j'aimerais juste parler d'outils d'analyse de repository Git et surtout d'outils de recherche de secrets. Parce que sur un repository Git public, si vous committez des credentials AWS, dans les 20 minutes qui suivent, vous êtes piraté, c'est sûr. Alors même dans un repository Git privé qui est dans mon système d'information, c'est quand même intéressant, parce que c'est clairement une mauvaise pratique de laisser passer ce genre de choses-là. Et pour le coup, c'est un outil qui est assez facile à mettre en place et qui ne demande pas beaucoup de maintenance. Une fois que c'est en place, ça va tourner pour tout le monde. Donc c'est un quick win de sécurité qui est intéressant.
Ensuite, la partie Ops. On va avancer donc là pour le coup sur une partie un peu réseau. Donc le WAF, ça c'est quelque chose d'assez connu. Web Application Firewall, donc c'est un pare-feu qui est spécifique à une application qui doit être configuré finement pour laisser passer que le trafic dont on sait que l'application a besoin, le port 443, grosso modo, ça devrait être presque suffisant pour la plupart des applications. Ne pas laisser ouvert le port 80, parce que tout doit être en HTTPS, évidemment. Et donc, c'est une protection réseau. Donc ça, c'est assez connu. On peut y mettre des règles pour filtrer sur les URL, s'il y a des choses bizarres dans les URL. Pour aller plus loin, il y a ce qu'on appelle un RAS, donc c'est Runtime Application Security Protection. C'est un WAF, mais amélioré. Il n'a pas tout à fait la même approche. C'est-à-dire qu'on va installer un agent sur notre serveur et on va filtrer les requêtes HTTP. On va pouvoir analyser l'URL, les paramètres, les entêtes et le corps de la requête. Et selon les outils, on pourra faire une analyse sémantique de la requête, c'est-à-dire est-ce que l'attaquant, quand il envoie telle requête, est-ce qu'il n'essaierait pas par hasard de faire une attaque XSS, d'injecter du JavaScript dans ma base de données qui va être affiché ensuite sur l'écran dans le navigateur d'un utilisateur. Est-ce qu'il n'essaye pas d'accéder à je ne sais quel fichier, à /etc/passwd. Le RASP va pouvoir avoir l'intelligence de savoir un peu plus si dans le corps de la requête, s'il y a une URL, est-ce que l'URL elle est correcte. Il y a vraiment une analyse sémantique. Et donc c'est mieux que le WAF, pour le coup, parce que le WAF il est limité à l'URL. Parce que comme on a du HTTPS partout, même dans notre réseau interne, parce qu'on est en 2021 et qu'on a vraiment du HTTPS partout, normalement. Mais du coup, il y a une limite au RASP que moi j'ai pu constater, c'est que quand un attaquant il fait une grosse attaque, il nous envoie 100 000 requêtes enfin même plus que ça encore, 300 000 requêtes en l'espace de 5 minutes. Elles vont être détectées par le RASP, mais sauf que le RASP il est sur notre serveur. Et il est exécuté sur notre serveur, donc ça prend de la ressource d'arrêter toutes ces requêtes. Donc le serveur, il est plus lent, et les requêtes légitimes, bah, du coup, elles sont aussi plus lentes. Donc c'est ça la limite. Et ce qui peut être mis en place, en tout cas moi, ce que j'ai mis en place, ou ce que je suis en train de mettre en place, c'est que le RASP, quand il va détecter qu'une IP envoie quand même, ça ressemble à une attaque, à peu près, si c'est 200 requêtes en l'espace de 15 minutes, c'est un peu bizarre. Si le RASP a détecté ces 200 requêtes en l'espace de 15 minutes qui étaient du scan, qui étaient des attaques, quelque chose, il va envoyer l'IP au WAF qui va bloquer cette IP. Et du coup, le WAF va la bloquer niveau réseau, ce qui va soulager le serveur qui va pouvoir continuer à traiter les requêtes légitimes. Donc du coup, c'est pour ça que je vous ai parlé de WAF avant. C'est pas révolutionnaire comme technologie, mais c'est quand même hyper utile et il faut pouvoir optimiser son système d'information pour parer les attaques. De manière générale, on pourrait utiliser des outils de pentesting, donc périodiquement passer des outils, donc des outils de hackers éthiques ou non. Ceux qu'ils utilisent dans les programmes de bug bounty, ils sont facilement trouvables. Il y a par exemple Nmap. Nmap, c'est un outil en ligne de commande qui va scanner une IP ou un DNS et qui à la recherche des ports et des services disponibles. Donc il va pouvoir nous dire bah, c'est bizarre, le service FTP il est ouvert sur ton serveur alors que c'est une API. Et donc ça peut être intéressant de le lancer périodiquement. Il y a un autre outil qui peut être intéressant aussi, et ça s'appelle Nuclei. Donc tout ça c'est disponible sur GitHub, hein, c'est open source. Nuclei. Et ça par contre on n'envoie ça pas en production parce que ça va tout ralentir.
mais c'est un outil de scan massif qui a déjà un dictionnaire d'URL possibles d'attaque qui est assez impressionnant et qui envoie beaucoup de requêtes. Donc sur un environnement de test ou de pré-prod, envoyer ça et voir ensuite comment l'application réagit, ça peut être sympa. Donc il y en a plein d'autres, mais ceux-là, ils sont déjà pas mal. Ensuite, donc là j'ai fini la partie automatique, mais pour que ça fonctionne, tout ça, il faut une partie humaine et d'organisation. Par exemple, par la formation. Donc ça, c'est pas un outil hype qui est introduit par le DevSecOps. C'est important d'avoir de la formation parce que aujourd'hui, le dev, on lui demande de connaître le framework front, on lui demande de connaître du SQL, on lui demande de connaître le CSS, le framework back, et puis Docker ou l'infra as code, et l'accessibilité aussi. Et puis la sécu aussi, mais du coup il y a quand même pas mal de choses qu'on met à la trappe. Et pour être efficace dans la formation en sécu, ça peut être intéressant quand quelqu'un rentre dans votre entreprise ou dans votre projet, de lui faire une petite formation sécu sur des choses assez basiques, sur le top 10 OWASP, sur les vulnérabilités qu'on connaît, les vulnérabilités qu'on connaît ou qu'on a déjà subies il y a peu de temps, et les particularités du contexte de travail, on utilise tel framework ou tel langage qui a plutôt l'habitude d'avoir je sais pas, des problèmes de sérialisation, de désérialisation, ce genre de choses-là. Et de faire un petit recyclage tous les ans, ça fait pas de mal, ça fait mal à personne. Et c'est quand même important de faire des petits rappels régulièrement. Ensuite, un petit peu sur les mêmes contenus, il y a la documentation. Parce que si j'avais dit ça en 2018, ça aurait été. Ce que je veux dire ensuite, ça aurait été difficile. Mais là, en 2020, on fait quand même beaucoup de télétravail. Et tout le monde. Il y a très peu de personnes qui vont au bureau tous les jours. Et donc, c'est intéressant d'avoir les règles de sécurité qu'on doit appliquer, les bonnes pratiques. C'est une béquille en cas de doute. C'est intéressant d'avoir un guide pour valider les pull requests. Quand on valide des pull requests, on se demande est-ce que ça va corriger le problème qui a été rapporté. Est-ce que la feature est bien développée, mais on ne se pose pas forcément la question de est-ce qu'il y a un attaquant qui va trouver un moyen de détourner ce code-là pour en faire une attaque. Donc c'est intéressant d'avoir un document qui va à côté, qui va rappeler, vérifier bien, est-ce que le développeur a bien vérifié les contrôles d'accès. Est-ce que tous les utilisateurs doivent pouvoir accéder à ce contrôleur? Est-ce que les entrées qui sont saisies par l'utilisateur, est-ce qu'elles sont protégées contre des failles XSS, etc. C'est aussi intéressant d'avoir une documentation quand on revoit les PR, ou en tout cas d'avoir cette documentation même quand on développe, aussi sur l'évaluation des données qu'on traite. Est-ce que c'est des données qu'on doit protéger particulièrement? Et quels sont les algorithmes de chiffrement qui sont utilisés dans la boîte? Quels sont les grands principes de sécurité? Le least privilege, ce genre de choses-là. Et est-ce que les données qu'on traite, est-ce qu'elles sont publiques? Est-ce qu'elles sont confidentielles? Est-ce qu'elles sont critiques? Et les impacts RGPD par exemple qu'il peut y avoir de protection de ces données-là. Donc pour le coup un petit peu plus hype, c'est le programme de Security Champion. Alors le nom il n'est pas top, on est d'accord, mais le principe est quand même intéressant. Donc dans un environnement d'entreprise avec une équipe, avec plusieurs équipes, des feature teams, chacune des feature teams a plusieurs profils dans chacune des feature teams. Il y a des dev front, des back, un ops peut-être, je sais pas quoi. Et du coup, dans chacune des teams, on va désigner quelqu'un qui aura la casquette de la sécurité. Donc, il va continuer à faire son boulot de dev. Il ne va pas faire partie de l'équipe de sécurité. Mais il va être là pour reposer de temps en temps la question de la sécurité,
Par exemple, quand il va y avoir de la conception, quand il va y avoir des revues de code, tiens, est-ce que tu as pensé au chiffrement? Tu es sûr de ton chiffrement? euh, Il va pas forcément avoir toutes les réponses, ça va pas être forcément à lui qu'il faut demander dès qu'on a un souci de sécurité, mais au moins il va pouvoir poser les questions. Il pourra servir aussi de lien avec euh, les autres sécurités champions de l'entreprise, et pour se partager les bonnes pratiques ou les événements qu'on puisse passer dans chacune des feature teams, de communiquer entre les feature teams dans l'entreprise. Alors, encore un moyen de communication qui est intéressant. Et il peut aussi, ce qu'on peut faire, c'est faire de la veille avec tous ces sécurités champions et faire des présentations sur de la sécurité ou regarder une vidéo comme celle-là. C'est une petite mise en abîme. Et c'est intéressant, j'en ai un moi-même, et du coup c'est assez intéressant, ça permet quand même de partager des bonnes pratiques, et surtout la sécurité, c'est souvent, dans les entreprises, c'est souvent les mêmes problèmes, et du coup il faut les rappeler, et c'est une nouvelle manière de les rappeler, qui est intéressante sans pour autant être le méchant qui rappelle, qui gronde et qui dit tout le temps la même chose. Là ça vient de l'équipe de dev, c'est intéressant. Ensuite, le risk assessment. Alors le risk assessment, ça prend la forme d'une session de travail, ou en tout cas on détermine un document qu'on peut partager. Ça sert à identifier les composants de notre logiciel. Donc on va identifier nos features, on va identifier les données, on va qualifier les données qu'on traite, et ensuite la partie la plus importante, on va déterminer quelles sont les menaces sur ces données. Donc un attaquant peut, s'il prend... il récupère un token d'un utilisateur, il va pouvoir faire telle action. Voilà. On n'aborde pas la partie, on n'aborde pas comment on évite ces attaques-là. Là, on fait vraiment un rôle de, on regarde, on fait un assessment. On le fait avec peut-être on n'est pas obligé d'être toute l'équipe pour le faire, mais c'est intéressant d'avoir la personne qui est fonctionnelle, le PO, le PM, et quelqu'un qui est plus technique. C'est intéressant d'avoir quelqu'un de fonctionnel puisque ça permet aussi de rajouter, de rappeler, de faire un rappel sur la sécurité. Parce que quand on vient quand on est PO et qu'on vient avec une super feature, on pense à l'intérêt que ça aura pour l'utilisateur, mais on ne pense pas forcément à l'impact de sécurité que ça va avoir sur l'équipe technique. Et donc pour faire ce genre d'exercice-là, il y a plusieurs méthodes. Et notamment, il y a le RRA, Rapid Risk Assessment, c'est une méthode de Mozilla. D'ailleurs, je vous encourage à aller sur le site de l'équipe de sécurité de Mozilla, il y a plein de ressources qui sont hyper claires, hyper intéressantes. Et donc, moi j'ai commencé à faire des Rapid Risk Assessment, des RRA. En vrai, c'est pas toujours rapide. Mais des fois, ça l'est. Des fois, on a réussi. Non, alors le but, c'est de le faire en une demi-heure. Je l'ai réussi 3 fois sur 5 pour l'instant. Et il m'en reste encore 2-3 autres et je pense qu'ils ne seront pas rapides. Mais c'est pas grave. C'est intéressant de le faire. Et le but, alors là pour le coup, moi je les ai fait que sur un logiciel existant, mais le but c'est de le faire avant de développer. C'est au moment de la conception. Ça permet déjà de se poser des questions avant de réfléchir à l'implémentation. Et il faut faire attention à telle ou telle chose. Ensuite, ce qui est en complément, c'est le threat modeling. Pour le coup, le threat modeling, on va reprendre les risques, on va les évaluer. Donc il y a plusieurs frameworks qui aident à évaluer ces risques-là. Donc c'est Stride, PASTA, CVSS, il y en a plein d'autres. Donc il y en a de Microsoft, il y en a de grandes institutions. Mais peu importe, en fait, ça se repose souvent sur l'intégrité. Est-ce que ça attaque à l'intégrité de nos données, à la disponibilité et à la confidentialité. Grosso modo, c'est ça qu'on essaie d'évaluer. Et ensuite, on décrit ce qu'on met en place pour diminuer ce risque. Donc je dis diminuer parce que je ne dis pas effacer parce que le risque zéro n'existe pas évidemment. Et c'est intéressant d'avoir aussi les fonctionnels, que ça leur permet de voir si on doit faire des grosses... ça représente après des grosses user stories, de protéger certaines données
et comme ça permet à tout le monde de comprendre pourquoi. Et donc le but pour ce document-là, comme pour le threat modeling, comme pour le risk assessment, c'est pas de faire des grosses sessions de 4 heures et d'avoir un document que personne ne lira jamais, mais c'est d'avoir un petit document court qui permet de rappeler, de se renseigner pour les gens qui arrivent sur le projet, et ça permet aussi de discuter de sécurité, alors qu'on ne le fait pas forcément. Enfin, le dernier outil qui peut être intéressant, ce sont les KPI. Donc les KPI, c'est pareil, c'est pas lié, propre à la sécurité, et c'est surtout pas très nouveau. Donc en français, c'est un indicateur de performance. Donc c'est historiquement pour une équipe commerciale ou de produits, qui permet d'évaluer un retour sur investissement. Et dans notre cas, ça peut être intéressant quand on essaie de mettre des actions en place qu'on a vues. Elles prennent souvent du temps humain. Il va falloir faire des réunions, il va falloir mettre en place tel outil automatique, même si l'open source, faut quand même le configurer un peu partout. Des fois, c'est un coût de licence parce qu'on va prendre un outil sur étagère, mais on va devoir le configurer, mais il y aura quand même une licence. Et donc, c'est en nombre de jours ou en argent directement. Et c'est intéressant pour la direction d'avoir un retour sur on a dépensé 30 jours à mettre en place un RASP. Du 30 jours, ça prend normalement moins de temps, mais et du coup la direction va pouvoir valider que c'était intéressant sur des critères un peu objectifs. Et du coup, quand on va redemander de l'argent ou du temps pour faire une nouvelle action, c'est plus facile de négocier. Et du coup, la partie qui est la plus dure, c'est de trouver quels sont les indicateurs qui seront intéressants. Et comme tous les indicateurs, ils sont toujours discutables. Mais en fonction du contexte, ça peut être le nombre de vulnérabilités qui a été trouvé, le nombre d'attaques qu'on a arrêtées, le temps d'intervention par exemple, ou le temps de résolution, ou un coût par incident. Alors après, ça c'est un peu aussi difficile à évaluer, mais un temps d'indisponibilité de l'application, ça c'est assez facile à évaluer et assez convaincant pour la direction. Et donc en conclusion, pour prendre un petit peu de recul, le développement logiciel a pas mal changé. L'infrastructure, c'est plus du bare metal, c'est du cloud. Et le cloud, c'est du logiciel. Donc il ne faut pas penser la sécurité comme on faisait avant dans notre infrastructure, mais maintenant sur une nouvelle manière d'héberger nos applications et nos données. Et comme pour le DevOps, l'Ops fournit des outils au dev, donc le dev est au centre. Et pour le DevSecOps, c'est un peu pareil. C'est le dev qui est toujours au centre, et les Ops apportent des outils au dev, et l'équipe sécurité, finalement, elle apporte des outils aussi aux développeurs pour l'aider. Donc l'équipe de sécurité, c'est pas un bloqueur, c'est pas une barrière. Là, sur mon petit schéma, on voit que pour passer le backlog, faudrait passer le threat modeling, ou pour passer le code, il faudrait passer les outils du SAST, etc., etc. Là, on est en barrière. Finalement, avec le DevSecOps, il faut que ces outils-là ils soient intégrés dans le cycle de développement. Et c'est là où, si la sécurité est intégrée dans la production du logiciel, c'est là où ça devient intéressant, et c'est là où on a une meilleure adoption. Parce que quand il y a des blocages ou des goulots d'étranglement par l'équipe de sécurité, on fait sauter ces barrières et finalement on met de côté la sécurité. Donc finalement il y a des outils qui existent, des outils automatiques, mais sans changer l'organisation, c'est difficile d'y arriver. Et pour finir, j'aimerais dire que finalement c'est le dev qui crée le logiciel. C'est le dev qui fait des choix techniques, qui fait des choix d'implémentation. Et du coup, c'est le développeur qui a le pouvoir, finalement, dans la production du logiciel. Merci à vous.